Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix. Je suis très heureux d'animer ce tout premier live landois. Le club landois a été créé à l'initiative du groupe Bayard. Il réunit des acteurs de tous horizons pour réfléchir à la transition démographique. Vous le savez, c'est un enjeu majeur. Nous organisons des rencontres non seulement pour réfléchir, mais aussi pour faire avancer très concrètement tous ces sujets dans les entreprises, dans la sphère publique. Et cette réflexion, cette façon de faire avancer concrètement ces sujets, c'est ce dont il est question aujourd'hui, avec un tout premier thème que vous connaissez puisque vous avez reçu cette invitation. Les entreprises peuvent-elles se passer de leurs seniors? Les entreprises peuvent-elles se passer de leurs seniors? Question qui se posait évidemment avant la pandémie et qui se pose avec encore plus d'acuité depuis un an. Je précise que vous pouvez poser des questions via l'espace questions-réponses QR qui se trouve sur le bas de votre écran. Et j'accueille à présent nos deux invités. Blandine Thibault-Biacab, bonjour. Bonjour, bonjour Vous à êtes tous. directrice des ressources humaines de L'Oréal France. Et Ludovic Subran, bonjour. Bonjour. Chef économiste chez Allianz, mais aussi membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais que nous commencions par l'actualité. L'épidémie n'est pas terminée. Est-ce qu'on a déjà au moins de manière empirique une idée de la manière dont les seniors ont traversé, ont subi cette épreuve au sein des entreprises? Peut-être un retour d'expérience au sein d'Allianz, Ludovic Subran. Ludovic, vous m'entendez? Je vous entends, ça a coupé. Désolé, Jérôme. Chez nous, chez Allianz, on a vu que le télétravail, notamment, était, on le voit dans toutes les classes d'âge, quelque chose qui a apporté énormément d'opportunités, puisque finalement, certains patrons, peut-être réfractaires, se sont rendus compte que leurs employés valaient mieux que les mètres carrés qu'ils occupent à la Défense ou dans les différentes villes dans lesquelles nous sommes. En revanche, ça a posé de nombreux sujets, que ce soit ceux des ressources informatiques, des équipements à domicile, qui sont souvent d'ailleurs pointés du doigt comme étant des facteurs limitants pour la productivité des seniors, mais aussi, je crois que, et Blandine nous dira ça peut-être encore mieux que moi, c'est-à-dire que dans les ressources humaines, ça pose énormément de questions. Notamment celle de la mobilité, celle des opportunités de carrière. Et puis, il y a de nombreuses études aussi qui montrent que sans le capital social, la rémunération non pécuniaire des salariés chute de 20%. Donc, pour les seniors, c'est encore plus vrai puisqu'ils sont souvent dans des rôles de mémoire institutionnelle, de mémoire organisationnelle. Et ce type de flux-là de connaissances a peut-être été un petit peu plus limité pendant la pandémie ou pendant les confinements qui sont le marqueur, à mon avis, le plus fort de cette pandémie sur le lieu de travail. Petite précision avant de donner la parole à Blandine Thibault-Biacab, quand vous parlez de rémunération non pécuniaire, vous pensez à quoi précisément et rapidement? L'idée que quand on va au travail, on y va pour son salaire, ça c'est malheureusement ou heureusement la raison principale, mais que souvent on y va aussi pour apprendre des choses, on y va pour échanger, on y va pour le plaisir de produire quelque chose, de livrer quelque chose. Et quand on est chacun chez soi, eh bien, ces échanges sont plus limités et ce sentiment, cette gratification instantanée qu'on peut avoir quand on est face à ses collègues, ou ce sentiment de pouvoir infuser, influencer, avoir un impact est peut-être un peu moindre. Et donc, c'est ce que montrent des chercheurs de Yale dans une étude qui est sortie il y a à peine un mois. Alors, je vous pose la même question, Blandine Thibault-Biacab. Le retour d'expérience chez L'Oréal, est-ce que vos salariés les plus âgés vous ont surpris dans cette période? Bah oui, je peux dire qu'ils nous ont surpris et favorablement surpris parce qu'il n'y a pas eu de disposition spécifique pour nos seniors. Il y a eu des dispositions de santé, bien sûr, et des dispositions spécifiques RH pour l'ensemble de nos collaborateurs parce que la période était inédite et qu'elle nécessitait de mettre en place des actions tout à fait appropriées. Mais bien sûr, il y a eu une attention pour nos collaborateurs qui étaient les plus vulnérables et parmi ceux-là, ce n'étaient pas nécessairement les seniors, mais les plus jeunes
en situation d'isolement, dans des petits appartements, les étrangers, parce que nous sommes une société internationale avec beaucoup d'étrangers éloignés de leur famille, et les jeunes parents aussi qui se sont trouvés en grande difficulté, surtout dans le cadre du premier confinement, puisque aussi bien les enfants n'allaient pas à l'école, comme vous le savez, et donc il y avait vraiment une difficulté pour eux à combiner, au fond, la sphère personnelle, intime, et puis cette invasion du monde professionnel dans leur intimité familiale. Et combiner à la fois le monde professionnel et la sphère familiale a été une difficulté pour eux. Alors que les seniors ont montré, je trouve, beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation aux outils informatiques. Donc, ils ont été d'ailleurs formés et ils se sont extrêmement bien approprié le télétravail, en tout cas pour ceux qui pouvaient télétravailler, dont l'activité était travaillable. Nous avions aussi des activités dont le télétravail n'était pas possible, mais pour autant, et je peux vous donner même des exemples très précis sur des activités de représentants, donc de représentants de commerce qui avaient l'habitude de visiter des clients en présentiel. Ils ont beaucoup utilisé la technologie aussi de télétravail pour préparer les visites et organiser aussi des visites à distance et surtout aider tout le corps système de leurs clients à finalement faire face à cette crise. De sorte que moi, j'ai trouvé que les seniors, dans cette période, ont joué un rôle protecteur, de proximité, avec leurs équipes, mais aussi avec leurs clients. Et je trouve qu'ils ont eu un bon recul sur cette période. Et le seul sujet de préoccupation qui a été peut-être le leur, et c'est un sujet qui concerne les seniors, c'est la situation de leurs parents. Parce que c'est une génération qui a au fond une double équation, la responsabilité encore de leurs enfants, et parfois de grands-enfants, mais aussi de leurs parents. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. On va essayer de les prendre une par une. Je voudrais quand même qu'on parle de cette inquiétude dont la presse se fait écho ces derniers jours, inquiétude pour les prochains mois. Est-ce que vous diriez, Ludovic Subran, que dans les mois qui viennent, les emplois des seniors sont plus menacés que les autres? Alors, dans la presse, il y a des choses qui sont très fausses, mais qui ne sont pas la faute de la presse, mais la faute de pseudo-experts qui nous expliquent que on a une génération sacrifiée. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que les millennials se sont transformés en recessionals, in a way. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire que quand vous êtes jeune aujourd'hui et que vous sortez de vos études, vous sortez en période de récession, les effets cicatriciels sont nombreux, c'est-à-dire que quand vous avez jusqu'à 35-40 ans, vous avez 10 à 15% du salaire réel en moins que la cohorte qui est sortie précédemment. Et puis, on a vu des stages sont beaucoup plus durs à trouver. Certaines universités et écoles ont d'ailleurs abandonné les stages. Donc, il y a cette idée qu'on a une génération qui va avoir pas mal de problèmes. Y compris d'ailleurs pour des sujets qui nous occupent, nous, chez Allianz, c'est le patrimoine financier. Parce que la crise n'a pas été une crise financière et donc c'est d'autant plus dur d'avoir pour les jeunes des solutions d'épargne, des solutions immobilières, des choses comme ça. Mais là où je trouve que l'argument va trop loin, c'est qu'on a l'impression que c'est le moment d'accélérer des réformes des retraites faites un peu à la hache au coup près parce que soi-disant ça laisserait la place pour ces jeunes. Et ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut absolument arrêter, c'est-à-dire les emplois vers lesquels se positionnent les jeunes n'ont rien à voir avec les emplois sur lesquels sont les seniors en entreprise, juste parce qu'il y a une question d'expérience. Et je crois que c'est pas seulement d'ailleurs un sujet en France, hein, ce sujet du remplacement générationnel, il faut laisser la place. Et pareil, le sujet de l'emploi de manière générale est aussi traité de façon très partielle. On a énormément de sujets d'emploi. Nous, on estime que l'emploi de longue durée va augmenter certainement de près de 2 millions de personnes de plus en Europe. Donc, la question, en effet, des gains de productivité des entreprises, du chômage parmi les seniors se pose. On trouve que, par exemple, les mesures qui ont été mises en place par les différents gouvernements européens, notamment le chômage partiel, a été plutôt bénéfique, y compris pour la génération des seniors. Donc, une fois que vous avez ça, la vraie question, c'est justement, il n'y a pas vraiment de menace particulière sur l'emploi des seniors par rapport aux autres. En revanche, va se poser toute une série de questions, notamment dans les services, puisque la Covid est une crise de services, sur l'employabilité. Aux États-Unis, par exemple, il y a un chercheur très connu, Andrew McAfee, qui oppose ce qu'il appelle les hippopotames aux geeks.
Alors, il dit, voilà, dans l'entreprise, vous avez des tonnes d'hippopotames. Donc, vous imaginez bien la métaphore, c'est des gens résistants au changement, c'est des gens qui ne sont pas très orientés données par rapport aux geeks, qui sont ces jeunes incroyables, qui sont d'une flexibilité à toute épreuve. Et en fait, moi, très empiriquement, hein, dans mon entreprise, j'ai vu que ce qui marchait bien, c'était l'inclusion de ces deux générations. C'est-à-dire qu'il y avait besoin et d'expertise et d'expérience. Dans mon métier d'économiste, vous imaginez bien que les personnes chez moi qui ont plus de 50 ans, voire plus de 60 ans et qui ont vu plusieurs crises, ont été d'un avantage comparatif énorme par rapport aux équipes où il y a des jeunes qui n'ont jamais vu de crise. Là, on parle du retour de l'inflation. C'est pas mal d'avoir des gens qui ont connu ce que c'était que l'inflation, parce qu'on a des générations entières qui ne l'ont pas connu. Donc moi, je m'érige un petit peu contre ces faux semblants sur le thème. En fait, c'est le moment peut-être d'avancer l'âge de départ des seniors, de parler de chômage à temps partiel, parce qu'on sait qu'économiquement, on ne peut pas se passer de cette génération-là. C'est aux États-Unis seulement l'équivalent de 900 milliards de pertes sèches si les seniors en entreprise d'un coup disparaissaient. Alors bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est 20% du PIB. Donc, on a besoin de ce réservoir de capital humain et je crois que en fait, la crise a plutôt d'ailleurs accéléré l'idée que le capital humain était au centre de l'économie de demain. Donc, moi, c'est vrai que c'est malheureusement plus complexe comme détail de cette inclusion générationnelle, de ce verre déformant et de ces biais certainement dans la prise de décision que la pandémie va occasionner chez de nombreux directeurs financiers. Mais au contraire, il faut remettre, à mon avis, un petit peu de science là-dedans et se rendre compte que c'est un vrai atout, ne serait-ce que parce que la résilience, Blandine en parlait, a été majeure et cette résilience, c'est quelque chose que vous accumulez avec les années. Il n'y a pas d'autre façon d'accumuler de la résilience et de l'empirisme. Et que moi, je pense qu'au contraire, cette crise révèle qu'on doit peut-être encore plus mettre de dispositifs d'accompagnement, de formation continue et de flexibilité au sens large, on va en parler aujourd'hui, pour cette génération des seniors. Et je le rappelle, en France, les seniors en entreprise, c'est les gens de plus de 45 ans. Donc, c'est pas la peine de s'imaginer des gens comme sur les slides du Premier ministre avec une canne quand on parle de seniors. Les seniors, c'est des gens qui sont quand même encore en très bonne santé, mais qui ont en effet cet arbitrage entre la productivité au travail et puis les sujets dont Blandine posait très bien les prémices, c'est-à-dire ce choc générationnel, cette care économie. C'est-à-dire vous devez arbitrer votre temps entre ce que vous devez faire à la maison et ce que vous devez faire au travail. On va parler très concrètement des bonnes pratiques et là-dessus, j'ai une question pour vous, Blandine Thibault-Biaka. Pour maintenir l'employabilité, Ludovic Subran parlait d'employabilité, pour maintenir l'employabilité des seniors dans une période de changements aussi radicaux, comment est-ce que vous vous y prenez, vous, chez L'Oréal ? Oui, alors en écho à ce que vous avez dit, Ludovic, sans doute que nous, on n'a pas la possibilité de préserver nécessairement l'emploi, mais l'employabilité, oui, hein, parce que la réalité, c'est que les compétences, aujourd'hui, elles ont une durée de vie limitée. Hein, c'est le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'une compétence a une durée limitée de 6 mois à 5 ans. Donc, il y a un enjeu d'employabilité, un enjeu de former et de poursuivre la formation continue tout au long de la vie professionnelle. Vous avez, c'est une espèce de baignoire percée. J'aime bien cette image parce qu'au fond, dans le passé, notre compétence, elle était enrichie d'expérience, certes, mais elle constituait un patrimoine, c'était un stock. Et aujourd'hui, on doit la renouveler. Elle doit s'analyser comme un flux renouvelé. Il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte, ce sont nos manières de travailler. Et d'ailleurs, la période que nous vivons nous renseigne aussi sur ces nouvelles manières de travailler, beaucoup plus hybrides, avec des organisations beaucoup plus plates, moins vertébrées, moins hiérarchisées, et qui ont aussi un impact sur notre aptitude aussi à l'emploi. Et puis, l'emploi en tant que tel, il évolue. Nos métiers se transforment, mais à une vitesse beaucoup plus phénoménale que cela n'a été dans le passé. Et on travaille d'ailleurs de façon beaucoup plus slash, si je puis dire, en mode projet, sur des missions à la tâche, avec des modalités d'ailleurs du travail qui se transforment. Vous avez des freelancers, des plateformes de freelancers qui s'organisent et qui trouvent aussi une réponse aussi à leur volonté de travailler sur une mission, une expertise à un moment donné de leur quotidien ou de leur semaine. Donc, et l'impact de la digitalisation et du numérique a aussi une conséquence
inouïe sur l'ensemble des emplois, et pas uniquement les emplois tertiaires, hein, les emplois aussi dans nos industries sont tout à fait concernés par ces évolutions qui sont des évolutions majeures. Donc, moi, je dis qu'il est tout à fait nécessaire de se former tout au long de la vie professionnelle sans critère d'âge. C'est absolument clé pour s'adapter à notre environnement professionnel. Et on ne peut pas attendre un projet de réorganisation, de restructuration, parce que c'est pour lancer des programmes d'upskilling ou de reskilling, parce qu'au fond, ça ne se fait pas au bout de 20 ans de sédentarisation dans un métier, que vous allez pouvoir aussi démontrer de l'aptitude à l'agilité et apprendre autre chose. Alors, pour vous donner… Mais sans critère d'âge, Alors, sans critère d'âge, je vais vous dire, Vivo Biacap, ça veut dire vraiment jusqu'au mois qui précède la retraite? Alors, je vais vous dire, je vais donner un indicateur. L'année dernière, on a 85% de nos collaborateurs de plus de 45 ans ont bénéficié d'au moins de 3 jours de formation. Et l'année dernière, nous étions en période de crise sanitaire. On a une ambition, on se l'a affiché sur notre plan de formation, c'est de passer 100 heures de formation par salarié en 2023. 100 heures de formation pour chacun de nos salariés en 2023, quel que soit l'âge. C'est 100% de nos collaborateurs, c'est 14 jours de formation. Parce qu'on a bien perçu cette accélération et la nécessité de se former et d'accompagner nos seniors. Et je tiens à dire aussi, peut-être qu'à l'AUNE, chacun a ses biais de représentation. Nous ne sommes pas une société start-up high-tech, parce que le senior, du point de vue d'une jeune start-up, c'est peut-être à un âge de 30 ans. Quand vous les interrogez, l'âge moyen est sans doute de 22, 23, 24 ans. Chez nous, il est de 42 ans. Voyez, donc, mais il est médian. Donc, on a autant de jeunes qu'on a de plus anciens. Donc, nous, on a un enjeu, et rentrer et devenir une entreprise apprenante, ce n'est pas simple nécessairement, parce que c'est apprendre à apprendre, ça vous avez tous ce motto en tête, mais apprendre à apprendre, c'est d'abord pouvoir apprendre. Et pouvoir apprendre, c'est donner les modalités, les conditions nécessaires à nos collaborateurs, le temps disponible pour apprendre. C'est aussi savoir apprendre. Et les formats doivent évoluer. Doit mettre en place des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus pédagogiques, les podcasts, beaucoup moins de cours magistrales, beaucoup plus expérimentaux, et on voit de nouveaux formes d'apprentissage qui émergent et qui sont absolument clés et nécessaires. Et ensuite, il y a le vouloir apprendre. Et ça, tout le monde n'a pas conscience de l'intérêt pour soi, même si je donne la possibilité d'apprendre, l'intérêt d'apprendre et de se remettre en question. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Et parmi quelques bonnes pratiques, eh bien, nous, on a décidé d'introduire une routine de learning, c'est-à-dire qu'on bloque le jeudi après-midi, on bloque le vendredi après-midi, et tous les services ont un motto, c'est de se former et de former leurs équipes. Ça, c'est extrêmement efficace, en tout cas pour lancer la machine du vouloir apprendre. Et surtout, je pense qu'il y a une donnée très importante, c'est d'impliquer tout l'écosystème. Ce n'est pas qu'une histoire de RH et pas une histoire de département d'éducation ou de learning. C'est bien sûr une histoire RH, mais pas que. C'est le manager qui est aussi, doit être aussi détenteur de l'ambition de développer ses équipes. C'est bien sûr le learner lui-même, c'est-à-dire le salarié lui-même. Et entre nous, on peut aussi se former, on peut aussi s'éduquer, on peut apprendre à transmettre, et c'est absolument nécessaire. Et on a développé, je vais vous dire, une toute petite solution qui d'ailleurs a été le fruit aussi d'un test and learn, parce qu'on apprend aussi en se trompant, mais on a développé une petite solution, et c'est des plus jeunes qui l'ont fait, mais avec des plus anciens, parce qu'on avait un programme de tutorat, mais ce programme de tutorat nous est apparu, surtout à l'aune de cette crise sanitaire où tout le monde était en distanciel, un peu inapproprié, puisqu'on ne pouvait plus aussi organiser la rencontre entre l'ancien et le jeune. Eh bien, nous avons renseigné les compétences de nos collaborateurs sur cette application. Alors, bien sûr, ces compétences ont été vérifiées. Et ensuite, chaque collaborateur qui a l'envie de se former à une compétence donnée, alors je veux apprendre l'italien, je veux aussi me former à la flash visite, c'est une modalité aussi d'organiser une visite en ligne, eh bien, elle est renseignée. J'ai un collaborateur qui se trouve tout à fait disponible pour former son pair, et on passe un accord de principe sur 6 mois pour s'engager dans un coaching ou un tutorat ou un mentorat. Et c'est des choses aussi simples que ça qui vont aussi contribuer à l'apprentissage, en tout cas au changement de mindset, pardonnez-moi de mon anglicisme, mais au changement aussi d'état d'esprit et à la prise de conscience de la nécessité de se former. Et c'est ainsi qu'on développe sans doute une culture d'apprentissage qui est absolument clé, indispensable, et qui sera la seule, de mon point de vue, en mesure aussi de maintenir l'employabilité.
Alors, l'apprentissage, la formation, c'est très important. Il faut aussi parler des interactions entre les générations. Et là-dessus, je voudrais vous entendre, Ludovic Subran, parce qu'il faut que vous nous parliez des stratégies qui sont mises en place par les entreprises, par Alliance notamment, mais pour assurer justement cette insertion multigénérationnelle. Disons que, en plus de ce que disait Blandine, il faut regarder l'environnement légal et public dans lequel on est. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi, ce qui est intéressant, c'est que quand l'entreprise met en place des solutions, et l'entreprise met en place de nombreuses solutions, il y a aussi l'écosystème dans lequel ces solutions agissent. Les âges de départ à la retraite sont différents, les mesures prises par les États. Il y a par exemple une super initiative au Royaume-Uni, le Brésil a fait des choses, le Japon fait des choses. Donc, c'est vrai que ça permet dans les entreprises internationales comme les nôtres de voir des meilleures pratiques et de polliniser, mais c'est aussi des facteurs de grande diversité entre les filiales de nos groupes. Et bien sûr, vous imaginez bien que les âges médians dans chacune des filiales du groupe Allianz, mais j'imagine que c'est pareil chez L'Oréal, entre des filiales en Asie, des filiales en Amérique latine, des filiales dans des marchés émergents et des filiales plus européennes sont différentes. Pour répondre à votre question, en fait, les entreprises mettent en place ces stratégies de diversité et d'inclusion. Donc, c'est dans le D&I, il y a toutes les formes de diversité, mais y compris les diversités générationnelles. Donc, nous, chez Allianz, on va lancer ce type d'initiative maintenant. Et donc, on regarde notamment, on essaie de déjà avoir la donnée. Parce qu'en fait, quand vous regardez nos enquêtes de satisfaction auprès de nos salariés, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'effet de seuil lié à l'âge dans la satisfaction, l'arbitrage entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, en fait, il y a énormément, là encore, de mythes sur lesquels il faut qu'on s'attarde parce qu'on a l'impression que les sujets sont beaucoup plus importants quand on a atteint un certain âge, on est beaucoup plus mécontent, etc. Il y a des secteurs qui sont plus difficiles. Hein. L'informatique, c'est un peu comme le foot, c'est-à-dire que votre période un petit peu de gloire, elle est jusqu'à 35 ans, parce que vous savez coder, vous êtes au fait de tous les, de tous les logiciels, et puis après, vous devenez entraîneur. Donc après, on a toute une génération, par exemple, de managers qui donnent des bons conseils, hein, des tactiques de jeu, mais qui sont peut-être pas aussi au fait. Et donc, on a des sujets de pyramide salariale, par exemple, parce que pour aller embaucher des jeunes qui sont très, très bons sur des aptitudes particulières, eh bien, ça fait gonfler le budget de l'informatique qui est déjà très conséquent dans nos entreprises, alors qu'en fait, il y a un sujet, c'est vrai, de compétences qui s'étiolent un petit peu avec l'âge. Donc, l'idée, c'est d'encourager déjà la discrimination liée à l'âge, qui est un sujet dans de nombreuses entreprises, dans les processus de recrutement, par exemple les CV anonymes. C'est un sujet aujourd'hui en France, on le sait, le Centre d'études sur l'emploi travaille énormément sur ces sujets. Si vous mettez votre date de naissance sur un CV, même si beaucoup cherchent à la calculer par proxy, c'est peut-être plus compliqué de trouver un emploi alors que vous êtes peut-être très qualifié pour cet emploi-là. De même, de nombreux employeurs investissent dans des programmes de formation à la diversité afin de lutter contre les préjugés. Et les programmes de retraite progressive aussi jouent, à mon avis, un rôle important. Chez Allianz France, par exemple, il y a des programmes de mécénat de compétences parce que la question du jour, c'est les entreprises peuvent-elles se passer des seniors? Mais en fait, souvent, on a aussi la question inverse. Est-ce que les seniors peuvent se passer de leurs entreprises? On a des gens, il faut se rappeler que cette génération-là, ce sont des gens qui font toute une carrière dans une entreprise. Il y a beaucoup moins de zapping, comme on peut voir peut-être dans la jeune génération. Et donc, il y a un ethos très fort, une adhérence très forte à l'entreprise. Il faut gérer aussi cet affect à l'entreprise qui crée une culture d'attente très forte dans des entreprises qui ont des gros enjeux de transformation et pour lesquels c'est vrai que les deux sont difficilement réconciliables. Donc, il y a pas mal il y a des entreprises qui font de l'inclusion générationnelle un vrai fait d'armes. D'autres entreprises peut-être sont un petit peu plus en retard. Et je pense que cette crise va en fait les pousser à le faire. Parce que on a vu par exemple, encore une fois, les sujets de mobilité vont se poser.
C'est-à-dire que le fait que vous soyez plus loin de votre boss physiquement fait que c'est plus difficile de discuter des augmentations salariales ou de discuter une prochaine position. Prochain poste. Parce que vous avez, bah oui, parce que vous avez juste moins de contacts. Il n'y a pas, après un meeting, vous enchaînez avec un autre meeting sur téléconférence. Vous n'avez pas cette petite conversation en dehors du meeting qui vous permet de dire, ah oui, celui-là, il n'est pas mauvais, je le prendrai bien dans mon équipe projet. Et donc ça va être, à mon avis, tous ces petits incidents ou tous ces petits événements vont petit à petit forcer les entreprises à structurer, comme Blandine le disait chez L'Oréal, par exemple, des journées entières ou des journées dédiées à la formation pour que les gens le mettent dans leur agenda, mais aussi peut-être des nouvelles formes de progression en entreprise. Et donc, je pense qu'on en est au balbutiement et qu'en fait, on va se rendre compte petit à petit qu'on n'a pas tout inventé. Faut regarder des sociétés déjà un peu plus seniors, peut-être, l'Allemagne, l'Italie par rapport à la France, mais aussi aller regarder des modèles qui sont très forts en Chine, en Asie, pour lesquels il y a une autre type de lien entre les générations et qui pourrait peut-être nous apprendre des choses sur justement ces points de difficulté qu'on n'a pas peut-être envisagé avant d'être confronté à ce type de travail distribué dans le temps et dans l'espace. Alors, on est ensemble jusqu'à environ 12h45, 12h50 et l'intérêt, évidemment, c'est qu'il y ait un peu d'interactivité. Et je remercie Benjamin Bousquet, qui est community manager à La Croix, qui nous fait remonter un certain nombre de questions de nos spectateurs. Question d'ailleurs plutôt une remarque qui vous serait destinée, Blandine Thibault-Biacab. On a un de nos spectateurs qui nous dit voilà, c'est pas facile de faire bouger les lignes dans les entreprises quand on voit à quel point c'est difficile de faire des binômes entre juniors et seniors. Je ne sais pas si c'est le cas chez L'Oréal, mais voilà, est-ce que vous avez une remarque rapidement sur cette intervention? Non, mais c'est juste, le commentaire est tout à fait juste. Et au fond, un des éléments aussi de lutte contre le stéréotype, c'est précisément de créer des attelages. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'action RH, ce n'est pas uniquement de promouvoir un individu, c'est de constituer des attelages. Et c'est absolument clé. Et c'est la seule manière de créer cette diversité et cette inclusivité, c'est par l'attelage. Et à L'Oréal, on crée des attelages. C'est-à-dire qu'on a forcément des plus vulnérables dans un attelage. Et le vulnérable, il est clé parce qu'il humanise. Alors, et le vulnérable, ça marche dans les deux sens. Ça peut être le plus jeune comme… Ça peut être aussi une personne en situation… C'est pas que lié à la seniorité. Le vulnérable, c'est pas forcément senior. Hein. Mais vraiment, on a des attelages. C'est notre manière de fonctionner. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors, on va sans doute moins vite de temps en temps, mais on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est absolument clé. Et d'autant plus qu'on est dans des organisations, je le rappelle, chez nous, très plates, beaucoup plus agile, et aujourd'hui avec un middle management qui a quasiment été écrasé. Hein. Donc au fond, on n'a plus du tout de strat, on n'a plus du tout de hiérarchie, beaucoup moins de hiérarchie, beaucoup moins pyramidale, bien sûr il y en a encore un peu, mais elle est résiduelle, et donc ça nécessite de faire travailler, coopérer et collaborer les collaborateurs entre eux. Donc on ne peut plus valoriser l'individu seul. Il est de toute façon inefficient. Il doit composer et coopérer avec ses équipes. Alors, on a une autre question ou remarque d'ailleurs d'un de nos spectateurs qui s'appelle Tanguy et qui dit que voilà, aujourd'hui, on valorise de plus en plus les compétences générales, les soft skills, et qui fait remarquer que dans cet esprit-là, les seniors, finalement, comme ils ont une plus longue expérience, ils pourraient être finalement plus avantagés que les plus jeunes. Ludovic Subran, c'est votre sentiment aussi ou pas? Moi, j'ai du mal avec cette génération polyvalente, très axée sur les soft skills, parce que dans nos métiers, par exemple, on a besoin d'une expertise. Donc, moi, j'aime les gens qui ont une forme en T, c'est-à-dire qui ont une grande expertise dans un domaine et qui après savent aller parler avec les autres. Donc, c'est d'ailleurs un vrai sujet sur les carrières. Nous, on réfléchit, par exemple, à mettre en place des parcours de carrière qui n'incluent pas forcément du management, mais qui permettent d'accéder à un certain niveau de seniorité. Donc, des experts, des parcours experts par rapport à des parcours de manager. Parce que ça, c'était un peu l'ancien temps où petit à petit, vous deviez avoir 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Ça ne marche plus comme ça. Les organisations ont changé, mais aussi les besoins ont changé. Donc, il y a dans les deux côtés, c'est-à-dire je pense que les seniors ont peut-être davantage de soft skills,
sur notamment le travail en équipe, la collaboration, la patience. Il y a énormément d'études sur ce sujet, mais il leur manque aussi une partie des soft skills que les jeunes ont et pour lesquels sont bien mieux formés. Le show and tell, c'est-à-dire le côté anglo-saxon de la communication, le côté, en effet, travailler avec des outils collaboratifs informatiques qui sont pas forcément qui sont un peu abscons, on va dire, parfois. Et donc, nous, par exemple, chez Allianz, on a fait un programme de formation au management pour tous les gens qui sont dans une position où ils ont un rôle de gestion administrative de gens, qui s'appelle #lead. Donc, on est en train de faire plus de 100 000 formations dans le monde. C'est incroyable. Et en fait, on se rend compte au début que tout le monde a besoin d'avoir une mise à jour de ses compétences. Par exemple, il y a des sujets qui viennent d'être développés sur la sécurité psychologique au travail. Ça, c'est quelque chose pour lequel les gens n'étaient pas formés dans les écoles de commerce ou les universités il y a 20 ans et qui devient un vrai sujet. Être formé aussi sur des maquettes d'analyse pour la gestion de projet. Donc, tout ce qui est leadership fonctionnel, plus administratif. Donc, en fait, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gradient de soft skills avec l'âge. Ce que je vois en revanche, c'est qu'on a besoin d'un mix. C'est-à-dire on a besoin de gens qui sont très bons en soft skills, mais dans nos organisations, enfin dans la finance et notamment dans l'assurance, on a besoin de vrais experts. Et cette expertise, pour le coup, il y a un vrai gradient pour certaines expertises avec l'âge et d'autres, comme je le disais, dans l'informatique ou les outils digitaux, en fait, on se rend compte que l'expertise arrive très tôt et a plutôt un gradient négatif avec l'âge. Donc, encore une fois, c'est pas aussi simple que ce qu'il y paraît et ça dépend des lignes de métier, ça dépend des entreprises, bien sûr, ça dépend des besoins de l'entreprise pour le futur. Nous, par exemple, chez nous, on a énormément de sujets à trouver des viviers de souscripteurs, donc des gens, des actuaires un peu techniques qui, avec l'âge, savent manager parce que c'est des fonctions très techniques et pour lesquelles il y a peut-être des goulots d'étranglement de recrutement, l'audit aussi, des fonctions. C'est pas très sexy, hein, il vaut mieux rajouter digital devant son titre et vous êtes bien sûr que vous aurez beaucoup plus de jeunes qui vont postuler. Mais ça fait partie des sujets d'entropie un peu au sein d'une entreprise qu'il faut gérer et qui sont beaucoup moins simples que juste de se dire plus on est âgé, plus on sait gérer des équipes ou plus on sait collaborer. C'est pas si simple que ça dans un monde qui est en effet aujourd'hui beaucoup plus digitalisé en fait. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus, Blandine Thibault Oui, mais Biacab je dirais tout simplement qu'il faut être ambidextre. La réalité, c'est que vous êtes obligé de travailler la position haute, qui est aussi l'aptitude à des spécialités, des expertises qui sont réelles, et cela concerne tous les emplois. Hein. Je cite un exemple, et à côté de ça, effectivement, d'avoir aussi la bonne attitude. L'aptitude sans attitude, ça ne marche pas. L'aptitude, c'est évidemment d'avoir le renfort et la connaissance, c'est-à-dire l'expertise, et à côté de ça, l'agilité et l'aptitude pour, au fond, accompagner l'évolution de son emploi. Vous avez hier, avec l'automatisation, notamment dans les usines, vous aviez au fond des caristes qui poussaient leurs choppers ou qui poussaient leurs étagères, et aujourd'hui, tout a été automatisé. Pour autant, le métier n'a pas disparu. En revanche, l'emploi s'est transformé, et vous aviez hier un magasinier ou un cariste qui est transformé en agent logistique, qui va aujourd'hui piloter ses stocks et qui va être d'ailleurs, qui va avoir de l'impact sur le bon ratio de stock disponible. Vous voyez, et ça, c'est un exemple très précis, et vous dire aussi que rien n'est impossible pour autant qu'on forme sur le hard skill, et à côté, qu'on ait l'agilité de poursuivre et de penser que tous les 5 ans, tout ça assez rapidement, il va falloir aussi réacquérir des expertises et transformer son emploi. Alors, dans les minutes qui nous restent, je voudrais, Ludovic Subran, d'abord que vous nous parliez du rôle des pouvoirs publics, parce que les entreprises ne sont pas seules. Les pouvoirs publics ont un rôle particulier à jouer sur ce sujet du maintien des seniors dans l'emploi. Qu'est-ce que vous, chez Allianz notamment, vous attendez d'eux? C'est toujours pareil, vous savez, quand vous demandez aux entreprises ce qu'ils attendent des pouvoirs publics, il faut de la stabilité, de la visibilité. Après, on se débrouille. Tant que les signaux et les incitations sont là, on est prêt à les accepter. Il y a pas mal de choses qui existent en France sur les CDD seniors, les parcours emploi compétences. Et dans chaque pays, on voit que le sujet est en train de diffuser dans la sphère de politique publique. Donc, ce qu'on attend, c'est que les entreprises soient invitées à échanger sur ces débats, parce que c'est elles qui sont co-responsables
C'est très important dans ce que dit Blandine. L'idée, c'est pas protéger les emplois, c'est protéger les employés. Et ça, c'est quelque chose, c'est une logique qui est très difficile à mettre en place dans les pouvoirs publics parce que la façon dont c'est structuré depuis des années, hérité de la révolution industrielle, c'était une protection d'emploi. C'est d'ailleurs le sujet de la plupart des corps intermédiaires. Alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est protéger l'employabilité, on en a parlé beaucoup, et donc l'employé. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu moins budgété par les pouvoirs publics. Quand vous arrivez à Pôle emploi et que vous êtes en milieu de carrière, c'est très compliqué d'avoir une discussion sophistiquée avec votre conseiller Pôle emploi pour vous réorienter. Donc, tout ce qu'on appelle les politiques dites actives de l'emploi, intermédiation, reformation, requalification, c'est quelque chose pour lequel, à mon avis, on ne met pas d'argent ou pas assez d'argent. Vous n'avez qu'à voir le plan de relance. On met 30 milliards sur les subventions salariales, le chômage partiel, etc. On met 2 milliards sur la formation, qualification, accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, elles font tout. Et donc, c'est souvent d'ailleurs beaucoup plus important que les mesures dites passives de l'emploi. En France, aujourd'hui, on a un sujet sur l'âge de départ à la retraite, sur la réforme des retraites, vous savez, qui était au centre de toutes les préoccupations, qui a été mise au placard parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était un peu mal ficelée. Elle revient, le président Macron l'a dit, je pense que c'est quelque chose sur lequel il s'enguérit dans son quinquennat. C'est vrai que ça inquiète forcément les gens en entreprise qui se rendent compte que, en Allemagne, par exemple, le départ à la retraite, c'est 67 ans. La plupart des gens partent à 65 ans et 10 mois, pour des raisons variées. Mais à partir de 63 ans, il y a un peu un truc non dit, notamment quand vous êtes cadre très élevé dans l'entreprise, qui est « il est temps de partir ». Voilà. Et ça, par exemple, ces non-dits-là sont très importants pour l'engagement, la qualité du travail, la productivité. Donc, moi, c'est vrai que j'attends davantage de dialogue. C'est pour ça aussi que c'est important que le milieu associatif et le plaidoyer soient au centre de tout cela pour trouver des jointures qui fonctionnent, et notamment sur les mécanismes d'incitation. En France, on n'a pas d'ajustement salarial, par exemple. C'est quelque chose qui est une grande rigidité. Donc, il y a la possibilité en Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle le Altersteilzeit, qui veut dire que, par exemple, quand vous arrivez à 63 ans, vous pouvez jusqu'à 67 ans toucher la moitié de votre salaire, mais vous travaillez jusqu'à 65 pleinement. Et ensuite, vous ne travaillez plus, mais vous touchez toujours ça. Ce type de mécanisme-là, c'est des choses qu'il faut peut-être envisager en France, par exemple, pour justement faire quelque chose, une transition un peu douce de l'emploi vers la retraite. Et puis, on le sait, je le dis juste parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre en France, la productivité ne s'arrête pas à la porte de votre entreprise. On a un sujet, alors il y a les extrêmes, hein, aux États-Unis, vous allez avoir des gens de 75 ans qui vous servent encore des cafés parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais en revanche, vous avez énormément de volontariat dans les lieux de culture, dans les lieux éducatifs. Il y a pas mal de pays qui s'intéressent à ça, c'est-à-dire éviter l'effet falaise sur les aptitudes. Il y a énormément de gens qui pourraient offrir du soutien scolaire, on voit que l'économie du care, on en parlait, explose. Il y a pas mal de… Bien sûr. Et donc, il y a des filets sociaux informels. La question, c'est justement quand vous n'avez pas ce filet social informel, il faut un peu une bourse du travail pour ces seniors qui veulent continuer de travailler, de contribuer, qui ont du temps, qui ont des compétences. Et ça, on en avait parlé ensemble, hein, ce parcours sup pour les seniors, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc là, on est sur l'intermédiation. Et puis, les sujets reformation, requalification, on en a parlé. En France, c'est très difficile de se réorienter à cause du chiasme important entre l'université ou les milieux éducatifs un peu classiques qui accréditent et le milieu professionnel, alors qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez tous ces systèmes d'accréditation au cours du cycle de la vie qui est beaucoup plus flexible. Alors, il n'y a pas un modèle parfait, mais en revanche, ces sujets-là devraient être mis sur la table pour éviter des perceptions un petit peu négatives de votre employabilité avec l'âge. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, Ludovic Subran. Il nous reste que quelques minutes. Et Blandine Thibault-Biacab, je voulais vous poser la question qui nous est posée par un de nos spectateurs, qui rejoint une préoccupation qui a été évoquée à l'instant par Ludovic. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre obligatoire une sorte de formation au passage à la retraite, ou en tout cas beaucoup mieux organisée
ce moment où on se dirige vers la cessation d'activité salariée, mais ce qui ne veut pas dire vers l'inactivité, on est bien d'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont en place chez L'Oréal sur ce Oui, sujet-là? il y a des formations qui sont proposées pour faciliter le changement et la transition, hein, de vie, d'autant qu'on ne l'a pas nécessairement bien appréhendé. Et une des manières aussi de bien le faire et de bien l'accompagner, c'est aussi de faire en sorte aussi de bien vieillir au travail. Parce que le sujet de la santé, c'est clé. Mm. Hein, le sujet, c'est clé. Et un de mes éléments aussi d'action RH, c'est bien sûr d'avoir une médecine intégrée du travail avec un dispositif, un corpus d'infirmières et d'assistantes sociales, mais pas que. C'est aussi le bien-être. C'est-à-dire aussi tout ce qui peut être entrepris pour prévenir les risques psychosociaux et la difficulté aussi à se transformer, parce qu'évidemment, en vieillissant, on a aussi une population intergénérationnelle qui a l'obligation de prendre soin de ses parents et de ses enfants, comme je l'indiquais, mais on l'a identifié dans nos enquêtes précisément d'évaluation des risques psychosociaux. Ce sujet-là, pour nos collaborateurs qui ont 50 ans, et en particulier les femmes, eh bien, c'est aggravant de leur charge mentale, de leurs exigences cognitives sursollicitées, et cela, ça pénalise ce genre, donc les femmes en particulier, et les seniors d'un autre côté. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais ça, c'est un prérequis pour aussi La santé, évidemment, oui. pour aborder, bien sûr, la retraite. Et évidemment, nous, on a des formations. Alors, on m'a d'ailleurs qui est intitulée La retraite, un nouveau projet de vie. Et là, effectivement, pour accompagner nos collaborateurs, il y a un sujet sur la santé. D'abord, c'est le premier sujet, les aspects pratiques liés au départ. Et en particulier, il y a énormément de sujets administratifs. Reconstituer sa retraite, objectivement, c'est pas simple en France. Il y a aussi des sujets qui concernent le patrimoine. Nous avons aussi beaucoup aussi, c'est la représentation aussi de la société française, des familles recomposées. Donc, il y a des sujets de cette nature et qui doivent être abordés à ce moment-là, précis. Et donc, c'est énormément de sujets, au fond, qui accompagnent, enfin, qui, en tout cas, bouleversent un petit peu le quotidien de nos collaborateurs et donc qui les amènent un peu à retarder ce passage, ou en tout cas, ou alors ne pas le préparer du tout, et puis après, s'y trouver complètement confrontés. Et pour compléter peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, on offre un programme de mécénat de compétences pour nos collaborateurs qui exprimaient le souhait aussi de continuer à opérer, transmettre leur savoir-faire, mais pas uniquement sous une forme lucrative, et bien de le faire aussi au profit d'associations, au profit aussi d'un écosystème de start-up ou d'entreprises, de petites entreprises qui, au fond, n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir aussi, de se payer une belle expertise dans un domaine précis et de favoriser ce mécénat de compétences et de le faire avant le départ à la retraite, hein, pas au moment du départ Avant, à la retraite, ça veut dire avant le départ combien à de la retraite. temps avant? Bon, au fond, Combien de temps avant? Dans les mois, les années? non, ça peut. D'abord, on a déjà un programme qui est installé, mais qui ne s'adresse pas qu'aux seniors, mais de le faire, par exemple, de le proposer, au fond, 5 ans avant le départ à la retraite, hein, projeté. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, ça nécessiterait d'accompagner, en fait, progressivement. Vous partiriez de l'entreprise, mais en acceptant de travailler 2 jours dans la semaine ou un nombre de jours à déterminer dans le mois pour le compte d'une entreprise, d'une jeune entreprise ou d'une association. Et ce qu'on appelle un programme d'extended company, pardonnez-moi encore l'anglicisme, mais au fond, c'est ça qu'on est en train de pousser comme programme. Je l'avais aussi, il existe pour les jeunes, hein, puisqu'aussi bien, nous, on pense que c'est bien aussi de sortir de son écosystème et de son vivier, en tout cas de son aquarium L'Oréal, et d'aller voir aussi un petit peu ailleurs. Et donc, il y a des clauses de retour comme ça, ils reviennent au bout de 8 mois d'expérience ailleurs de L'Oréal. Et bien, on va le faire aussi pour les plus anciens parce qu'ils peuvent apporter beaucoup et on pense que ça peut être aussi profitable aussi pour eux et pour l'économie d'une manière générale et pas nécessairement sous une forme lucrative. Mais ce peut être aussi sous une forme lucrative et on est en train de pousser aussi le CPF de transition pro, puisque aussi bien, je pense qu'on peut être actif une fois aussi en retraite et avoir aussi la nécessité, pour des bonnes raisons, de devoir aussi cumuler une retraite avec aussi une rémunération. Et on pousse aussi ça avec des bilans de compétences qui nous permettront aussi de faire un point, un statut sur voilà, nos compétences et ce qu'on peut aussi apporter et mettre sur le marché. Vous voyez, c'est des choses aussi, des programmes de cette nature qui sont aujourd'hui poussés. Ludovic Subran, pour terminer, je reprends notre question, notre thématique, les entreprises peuvent-elles se passer de leurs seniors?
La réponse est en quelque sorte dans la question. En quelques mots, quand même, à l'échelle d'un pays, conserver un haut niveau d'emploi chez les seniors, tout le monde a à y gagner. Bien sûr, enfin, c'est la silver economy, c'est-à-dire qu'il faut que les seniors continuent de contribuer et que ce soit en tant que consommateur, mais aussi, à mon avis, en tant que producteur. Donc, c'est vrai qu'un sujet, par exemple, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est le sujet de la stabilité financière. Blandine disait, la plupart des gens calculer des trimestres de retraite, c'est une catastrophe en France. Je connais peu de pays qui sont aussi opaques sur ces sujets-là. Nous, on irait même plus loin. On pense notamment pour les femmes, car malheureusement, les femmes commencent leur vie professionnelle avec un handicap salarial, 23% en moyenne. Elles partent souvent à la retraite un peu plus tôt parce qu'il y a les enfants ou elles ont des carrières plus en pointillés. Et puis, leur mari décède peut-être plus tôt. Et donc, elles ont une précarité financière une fois à la retraite qui est plus grande. Donc, il faut absolument aussi que tout ou la financial literacy, donc l'éducation financière, soit au cœur de ces sujets-là, et y compris pour que les gens pensent qu'ils peuvent partir à la retraite avec un complément de revenus, notamment des revenus financiers, etc. Ça, on n'en parle peut-être pas assez, à mon avis. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, juste pour la boutade et pour finir, on va peut-être avoir besoin que les entreprises vaccinent nos seniors. Donc, un des sujets qui va se poser, à mon avis, à très court terme, c'est que la confiance que les gens ont dans leur entreprise est parfois plus grande que celle qu'elles peuvent avoir dans la direction générale de la santé. Et donc, il va falloir peut-être qu'on prenne ça en compte je le disais tout à l'heure, les entreprises peuvent-elles se passer de leurs seniors? Non, c'est un coût sec et c'est une catastrophe économique parce que le capital humain, c'est ça aussi. Mais les seniors ne peuvent peut-être pas tant se passer de leurs entreprises et donc il faut vraiment mettre l'accent sur ces symbioses. Et moi, je pense vraiment qu'à court terme, on va devoir se poser la question de la place de confiance que l'entreprise va jouer comme vaccinateur en chef pour une partie des seniors qui peut-être reviendront au travail aussi car ils auront accès à la vaccination. Ils feront confiance d'ailleurs, peut-être plus, aux infirmiers ou aux médecins du travail, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup Ludovic Subran, Alliance, merci à vous Blandine Thibault-Biacab, L'Oréal, pour ce tout premier live Landois. Merci aussi à toute l'équipe de Bayard et du Club Landois autour de Sybille Demer, Béatrice Destrès, Yvonne Herbin, Hélène Husso, Benjamin Bousquet aussi. C'était donc la première du live Landois sur la transition démographique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.